Thomas, tout est possible. Tout est possible. Eh bien, les meilleurs grimpeurs sont sortis du lot. Départ donné. Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans Bordure, le podcast vélo du Dauphiné Libéré. Je suis Valentin Jacquemet et cette fois je vous emmène en Suisse, à Aigle, au siège de l'Union Cycliste Internationale. Et alors que le Giro, le premier grand tour de la saison, va s'élancer ce vendredi de Budapest, Amina Lanaya fait le tour de l'actualité. De la sécurité au cœur d'un peloton encore marqué par la lourde chute de Julien Alaphilippe sur Liège-Bastogne-Liège, au retour du Tour de France Dames en juillet prochain en passant aussi par la lutte contre le dopage, la directrice générale de l'UCI fait le tour de tous les dossiers brûlants du moment. Bordure avec Amina Lanaya, top, départ réel donné. Merci de nous accueillir ici à l'UCI, dans le temple un peu du cyclisme mondial, qui accueille aussi le Centre mondial du cyclisme qui fête ses 20 ans. Un petit mot déjà pour commencer, comment vous vous êtes retrouvée à la tête d'une telle institution, devenir directrice générale de l'Union Cycliste Internationale ? Écoutez, c'est un long parcours maintenant, ça fait déjà plus de 15 ans que je suis donc à l'Union Cycliste Internationale, pas dans ce rôle en tant que directrice générale. J'ai pris ces fonctions en 2017 lorsque David Lapartien a été élu président de l'UCI, mais auparavant j'étais directrice générale adjointe sous l'ère de Brian Cookson. Et auparavant encore, j'étais au service juridique pendant quelques années. Donc je suis arrivée à l'UCI en janvier 2006. Un peu par hasard, pour être tout à fait honnête. J'aimais le sport en général, plus particulièrement le football. Et j'étais déjà en Suisse à travailler dans une étude d'avocat en Suisse. Et une annonce de juriste donc, était disponible. En fait, un poste de juriste était disponible à l'Union Cycliste Internationale. Et comme le sport m'a toujours beaucoup intéressée, j'ai postulé. Et voilà comment j'ai atterri aujourd'hui directrice générale de l'UCI. Votre rôle en quelques mots le grand public identifie beaucoup David Lapartien, un peu le rôle de président est assez identifiable dans les fonctions. Le vôtre, il consiste en quoi ? Écoutez, je pourrais dire que je suis le bras droit de David Lapartien. On fonctionne vraiment en équipe, on est vraiment un binôme assez complémentaire, même très complémentaire. Donc lui s'occupe beaucoup des aspects politiques, de la représentation, mais c'est aussi un président très exécutif et on s'occupe en fait de mettre en œuvre la stratégie, donc déjà de la réfléchir, de la décider avec le comité directeur de l'UCI et ensuite de la mettre en œuvre avec l'ensemble de l'administration de l'UCI. Et moi, je suis là pour un peu diriger les troupes. On a l'impression ces dernières années, ces derniers mois, que le cyclisme est un vrai tournant. On a l'impression qu'il n'a jamais été aussi populaire depuis quelques décennies. Il est porté par des ambassadeurs formidables. En France, on a Julien Alaphilippe évidemment, mais il y a Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel. Il y a un Tour de France féminin aussi qui se lance. On imagine aussi la fierté de voir le vélo avoir une si belle cote actuellement, et ce qui n'a pas toujours été le cas dans son histoire. C'est vrai, on a une nouvelle image. On a aussi beaucoup travaillé pour redorer le blason du cyclisme. Bien sûr, la crédibilité du vélo. Comme vous le disiez, on a vécu aussi des années noires, mais on a travaillé pour éviter qu'on ait encore ce genre d'histoire qui nous arrive. On fait plus que les autres, on fait mieux que les autres en termes de lutte antidopage, et on continuera à le faire. La crédibilité, c'est vraiment notre carte de visite, et là-dessus, on est intransigeant. À l'Union Cycliste Internationale, on investit des moyens toujours plus conséquents, et aussi pour la lutte contre la fraude technologique. Mais oui, c'est vrai que le vélo n'a jamais été aussi populaire. On dit que c'est le nouveau golf aussi, que maintenant, lorsque les chefs d'entreprise veulent faire des affaires, elles font des sorties à vélo, et c'est là que ça se fait, alors qu'avant ça se faisait sur des greens de golf. Et je pense qu'on a aussi profité, vous savez, dans un sens de la crise du Covid, où beaucoup de gens se sont mis au vélo électrique aussi, tout ce qui s'est passé aussi en termes d'innovation dans le vélo, qui a permis à la population d'accéder plus facilement à ce mode de transport, ce mode de loisir, que le grand-papa puisse faire du vélo avec son petit-fils, avec un vélo électrique, qu'il arrive à le suivre. Et c'est vrai qu'on a profité de tout ça. Et l'UCI, c'est plus uniquement le sport de compétition. C'est ce que je voulais vous demander, c'est comment s'inscrire dans cette démarche. Voilà, c'est le cyclisme pour tous. Et on a vraiment maintenant un vrai département cyclisme pour tous qui travaille sur toutes ces initiatives, sur toutes ces activités, de faire du cyclisme le moyen de
de transport pour lutter contre la pollution, pour avoir une meilleure santé, lutter contre l'obésité. Et c'est vraiment aussi devenu un grand axe de la politique et la stratégie de l'UCI. Ici, au Centre mondial du cyclisme, on peut venir s'initier à la piste, par exemple. Exactement. Il y a aussi ce côté de populariser toutes les disciplines du cyclisme. Oui, et ça, c'est extrêmement important. Donc, on a créé le Centre mondial du cyclisme il y a 20 ans. On est une des seules fédérations à avoir un centre d'entraînement et de formation. Donc, c'est des moyens aussi qu'on a investis il y a 20 ans et on continue à injecter 4 millions par an dans le développement du Centre mondial du cyclisme, mais également 2 millions supplémentaires dans des programmes de solidarité pour nos fédérations nationales, pour nos confédérations continentales. Et c'est vrai qu'on veut avoir ici au Centre mondial du cyclisme un maximum de disciplines qu'on ouvre au grand public, mais également aux athlètes de fédérations nationales qui viennent s'entraîner ici. La piste BMX qu'on a ici, c'est une réplique de la piste qu'on avait à Rio. On a une piste de BMX freestyle, on a une piste de pump track, on a la piste dans le vélodrome aussi. Et oui, on veut faire vivre ce centre pour que ce soit vraiment le noyau du développement du cyclisme mondial. On a eu des grands champions comme Binyam Girmay qui sont passés par ici. C'est une grande fierté et on veut servir de tremplin un maximum de jeunes dans le monde entier, de jeunes africains, de jeunes asiatiques, de jeunes sud-américains et de se dire c'est possible, regardez, avec Binyam, il a gagné une grande classique et on veut maintenant, au-delà d'une participation au niveau mondial, d'avoir des athlètes africains, par exemple, ou sud-américains, qui gagnent des grandes courses, quoi. Et ça, c'est notre objectif, de pouvoir laisser la possibilité de rêver à un petit jeune qui monte sur son vélo à l'âge de 4 ans. Et c'est vrai, quoi, tout le monde a un vélo, on a tous commencé avec un vélo et on veut, nous, qu'il continue à être sur un vélo et à performer au plus haut niveau et gagner des médailles aux Jeux Olympiques. C'est pour cela aussi que c'était si important d'organiser un championnat du monde au Rwanda, le premier de l'histoire sur le continent africain. Ah oui, c'était fondamental et c'est vrai que c'était une décision de David Lapartien. 2025 était bloqué pour l'Afrique, donc fermé à tous les autres continents. On a eu 2 candidatures, le Rwanda et le Maroc. Le Rwanda a fini par gagner l'organisation de ces championnats du monde. C'est très important parce qu'on a un plan de développement qui s'appelle Africa 2025, Afrique 2025, et on travaille avec notre satellite, parce qu'on a un satellite du Centre mondial donc en Afrique du Sud, qui est géré par un ancien champion, Jean-Pierre Van Zyl, et avec un certain nombre d'experts, pour faire en sorte qu'on ait un maximum d'Africains, non seulement qui participent aux épreuves, mais aussi qui gagnent. On veut des médailles africaines au championnat du monde au Rwanda. Et pour tout ça, pour impulser une dynamique aussi et avoir des champions et faire en sorte que d'autres jeunes enfants s'identifient et veuillent se mettre au vélo et que nous, on puisse les aider à accomplir ce rêve. J'avais très envie de vous rencontrer aussi pour évoquer un peu l'actualité. Ces dernières semaines, ça a été marqué par Liège-Bastogne-Liège et notamment cette chute assez spectaculaire dans le peloton qui a touché Julien Alaphilippe. Comment aller plus loin aujourd'hui en termes de sécurité ? Est-ce qu'il y a un remède miracle ? Est-ce qu'il faudra toujours se faire prendre un Doliprane avant les courses pour éviter les maux de tête, se dire que les coureurs, avec les progrès technologiques, vont de plus en plus vite, etc. Alors, il est clair qu'on ne pourra jamais avoir des courses sur des autoroutes. Ça, c'est la réalité. Donc là, la particularité du sport cycliste, c'est que ça se pratique sur les routes, qui ne nous appartiennent pas. On n'est pas dans un stade de foot. On n'est pas dans un monde qui est aseptisé, qui est protégé à 100%. Donc là, il faut qu'on se rende compte aussi qu'on utilise les routes des régions, des départements, des pays. Et les organisateurs doivent compiler avec toutes les problématiques, tous les obstacles routiers, urbains, qui sont de plus en plus nombreux, et ça, c'est la réalité. Maintenant, je pense que c'est vrai qu'in fine, c'est la responsabilité de l'organisateur, de s'assurer que la sécurité est assurée. Mais c'est un problème collectif. Donc c'est l'UCI, bien sûr, nous on doit mettre en place des règles, des directives qui doivent être respectées par les organisateurs. On doit les aider aussi à voir quelles sont les meilleures barrières qui doivent être utilisées. Est-ce qu'on peut, là on travaille avec l'Université de Gand pour avoir une base de données de tous les accidents qui ont pu avoir lieu sur les grandes épreuves majeures de l'UCI World Tour pour donner des indications aussi de qu'est-ce qui est problématique sur un parcours. On les a aussi, on va dire, obligés à nommer un manager sécurité sur chaque épreuve.
l'épreuve, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc en général, le directeur de l'épreuve s'occupait aussi de la sécurité. Mais comme c'est un domaine quand même extrêmement sensible, spécifique, il faut qu'on ait une personne dédiée. Et ça, tout ça, on a mis en place en fait, une consultation massive en 2020 avec les représentants des organisateurs, représentants des équipes, représentants des coureurs, l'UCI, et on s'est mis d'accord sur un certain nombre de principes. Maintenant, comme je vous le disais, on n'arrivera jamais à une sécurité à 100%. Il y a aussi le comportement des coureurs. Oui. On entend que les coureurs freinent de plus en plus tard. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les oreillettes aussi, avec des instructions. Donc, tout ça, c'est des données qu'on prend en compte. Et on doit travailler ensemble pour s'assurer qu'on ait le moins possible d'accidents. Mais on n'arrivera jamais à un zéro accident. On réfléchit aussi à la possibilité d'avoir des espèces de lasers qu'on aurait sur les motos pour s'assurer qu'elles sont toujours assez loin des coureurs ou des véhicules. Bon, donc c'est vraiment un chantier, mais dans le bon sens du terme, qui est permanent pour l'UCI. Nous, vous savez, quand je regarde les images et quand je vois les coureurs tomber, et puis en plus de manière assez grave pour certains, moi je suis pas du tout satisfaite, et moi je veux m'assurer que quand des parents sont en train de regarder Liège-Bastogne-Liège, qui se disent pas non, fiston, tu te mettras jamais au vélo, ça c'est pas possible, c'est trop dangereux. Donc nous on doit s'assurer en tant qu'UCI, en tant qu'organe gouvernant, donc le cyclisme mondial, mais en tout cas de mettre tout à disposition et de travailler avec les acteurs pour s'assurer qu'on ait en tout cas le moins d'accidents possible. Vous évoquiez les oreillettes, faut-il légiférer vraiment? Écoutez, ça c'est des questions qu'on se pose, comme je vous dis, rien n'est fermé, rien n'est... On a l'impression que c'est un débat sans fin, qu'il y aura toujours les pour et les anti. C'est un débat sans fin, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on se parle tous ensemble, donc toutes les familles du cyclisme, et se dire qu'est-ce qui est bon pour l'intérêt général du cyclisme. Voilà, et donc il y a des pros, il y a des contres, mais à un moment donné, oui, peut-être qu'il faudra qu'on légifère. On a essayé il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, de les interdire progressivement par classe de course. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'on ait à nouveau ce débat? Maintenant, on parle de plus en plus aussi d'innovation, d'ouvrir de plus en plus l'accès aux données. Donc tout ça, c'est quand même des éléments qui doivent être pris en compte dans leur globalité. C'est pas si simple d'arrêter, de prohiber l'utilisation des oreillettes. Il faut que ça soit une réflexion globale. On avait commencé aussi tout un travail sur l'attractivité des courses, et ça faisait partie aussi l'utilisation des oreillettes comme étant, est-ce qu'on ne met que Radio-Tour dans les oreillettes? Est-ce que toutes ces questions-là, je pense qu'on arrive aussi à un tournant, comme vous le disiez, où le vélo devient de plus en plus populaire, le vélo devient de plus en plus regardé aussi à la télé. Et est-ce qu'on doit se reposer toutes ces questions? Là, on est en train de travailler avec David Lapartien, qui vient d'être réélu donc en septembre dernier, sur un agenda 2030 avec un certain nombre d'objectifs qu'on veut réaliser à l'issue donc, de son prochain mandat. Et ça fera partie des sujets qu'on va bien sûr discuter, mais là, de manière plus globale, comme je vous disais, au niveau de l'attractivité du cyclisme sur route, et qu'est-ce qu'on veut faire de ce cyclisme sur route qui a un potentiel énorme et qui est malheureusement pas utilisé à son meilleur niveau, et c'est la réalité. Mais on s'est rendu compte avec le Covid, vous savez, la crise du Covid, on a compressé en 3 mois 7 mois de compétition, et je peux vous dire qu'on a été obligés, en tout cas les parties prenantes, les organisateurs, les équipes et coureurs ont été obligés de travailler ensemble, et ça s'est super bien passé. Je veux dire, on a été un des seuls sports qui a tiré son épingle du jeu de la crise du Covid. On n'a jamais eu autant de vélos à la télévision, on a eu des audiences vraiment extraordinaires, et on a aussi montrer que tout ce qui était soi-disant impossible avant l'était possible. Un Tour de France au mois de septembre, qui aurait pu dire qu'on y arriverait un jour? On a eu le Tour des Flandres au mois d'octobre, donc ce genre de choses, c'est possible. Et tout ça parce qu'on a été capable de réfléchir ensemble à ce qui était le mieux pour le cyclisme. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est encore à ce niveau-là, mais cette fois-ci pour le futur du développement du cyclisme professionnel sur route. Tout à l'heure, vous évoquiez la popularité actuelle du vélo qui est très haute, qui s'explique aussi, vous évoquiez la lutte contre le dopage mécanique. C'est une fierté aussi aujourd'hui de voir que tout va dans le bon sens, que les scandales n'éclatent plus. C'est une fierté. Alors, c'est une fierté, pour moi, c'est une fierté de se dire qu'on fait le maximum. Voilà. Maintenant, on n'est pas naïf, on n'est pas dupe.
Vous savez, dans la société, voilà, il y aura toujours des tricheurs. Ça, c'est la réalité. Et on n'est pas là à se dire, oh là là, on n'a pas de cas positif, c'est que tout se passe bien. Non, on est toujours en train de se dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour toujours avoir une longueur d'avance sur les tricheurs. C'est pas si simple, il faut dire ce qui est. C'est vraiment, voilà, la lutte anti-dopage, l'ITA. On a quand même plus de 7,5 millions de francs suisses par année dans la lutte anti-dopage. On est une des fédérations internationales qui faisons le plus dans ce domaine-là. Mais on doit s'innover aussi dans la lutte anti-dopage. Par quel moyen ? Écoutez, on doit investir plus dans tout ce qui est investigation, tout ce qui est intelligence, tout ce qui est réseau avec Interpol, avec les polices, avec les autres organisations nationales anti-dopage, donc d'autres pays. Et là, en travaillant donc avec l'agence l'ITA, donc qui est basée à Lausanne, donc l'agence indépendante qui s'occupe de tout ce qui est opérationnel au niveau anti-dopage, ils savent qu'ils doivent aller dans cette direction-là et ils ont déjà commencé à aller dans cette direction. Et en fait, il n'y a pas que le test hors compétition ou le test en compétition qui compte maintenant. Il y a vraiment de plus en plus l'intelligence et les investigations. Un autre sujet qui vous tient à cœur et qui va être au cœur de l'actualité dans les prochaines semaines, c'est le retour du Tour de France femmes, le premier Tour de France femmes avec Zwift qui aura lieu dans la foulée de celui des hommes. On mesure aussi à quel point le cyclisme féminin s'est développé en si peu de temps finalement. C'est vrai. Là, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe ces dernières années, même si c'est un travail que nous, on a enclenché il y a déjà longtemps, donc au sein de l'UCI, longtemps, on s'entend, ça fait à peu près 5-7 ans. Ouais. On a mis en place, bien sûr, des règles, on a mis en place l'UCI Women's World Tour qui n'existait pas, on a créé les équipes UCI Women's World Team avec des règles et on a imposé des choses qu'on n'avait jamais faites avant, c'est-à-dire un minimum de salaire. On a été obligé de le faire, ça, c'est la réalité. Mais on y va crescendo, on y va vraiment pas à pas, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain imposer donc, à des équipes qui ont déjà une santé financière qui est fragile ou à des organisateurs aussi qui ne sont pas les grands organisateurs tels que le Tour de France ou autres, leur dire dès demain, vous devez payer des price money similaires à ceux des hommes. Vous, pour les équipes, un minimum de salaire qui soit similaire aussi à ceux des hommes, c'est pas possible. Donc on y est vraiment allé crescendo. On a mis en place aussi une obligation donc, de diffusion en direct des 45 minutes pour les épreuves qui sont inscrites donc, au plus haut niveau à l'UCI Women's World Tour. Et en fait, concernant les organisateurs, on a vraiment voulu se concentrer sur ces 3 éléments-là. C'est déjà que tout soit investi dans l'accueil des équipes, qu'elles soient bien accueillies, que ça se passe bien, pas qu'elles puissent séjourner dans des campings ou autres. On a voulu aussi que les organisateurs investissent dans la sécurité, ce dont on parlait tout à l'heure, et aussi donc, dans la production TV. Tout ce qui est prize money, tous ces éléments-là, pour nous, sont secondaires dans un premier temps. Ça viendra plus tard. Exactement. On va le faire. On stabilise la base. On stabilise la base. On fait en sorte, en tout cas, que le cyclisme féminin soit visible, soit vu à la télé, que ça attire aussi les sponsors. Et c'est le cas. Je veux dire, quand on a eu Paris-Roubaix pour la première fois l'année dernière, j'en parlais encore avec le directeur d'ASO. Les sponsors ont vraiment joué le jeu. Santini, Zwift, en plus la création donc, du Tour de France féminin. Et il faut savoir que dans le programme de David Lapartien en septembre 2017, c'était un de ces éléments clés de son programme d'avoir une épreuve, on va dire, par étape de référence pour le cyclisme féminin, du type Tour de France, qui refait son apparition. Et je vais vous dire, je ne vais pas vous cacher qu'on a de plus en plus d'organisateurs d'épreuves, donc UCI World Tour masculin, qui nous demandent maintenant d'organiser une épreuve femme. Et on a la preuve avec le Tour de Romandie cette année qui aura lieu pour la première fois pour les femmes. Et ça continue. Donc oui, on a fait beaucoup. C'est beaucoup d'efforts aussi. Et ça, je remercie les organisateurs et les équipes de jouer le jeu. Et on se rend compte que oui, ça prend une ampleur phénoménale. Et moi, ça va même au-delà de ce que j'avais en tête. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit... on ne relâche pas l'effort. Voilà, exactement. Et on va continuer à mettre en place donc des étapes pour arriver peut-être un jour au même niveau que les hommes. Même s'il ne faut pas qu'on pense forcément à toujours atteindre les mêmes niveaux. Il faut que le cyclisme féminin se développe. Est-ce qu'il se développera de la même manière? Est-ce qu'il se développera différemment? Mais en tout cas, on ne veut pas faire les mêmes erreurs qu'avec le cyclisme masculin. Par exemple, on n'aura jamais, pour l'instant, de chevauchement sur le calendrier entre des épreuves de qu'il n'y ait pas de premier front niveau. à des moments. Exactement.
En tout cas, pas pour l'instant. Ouais. Pas tant que le peloton n'est pas assez étoffé, le peloton féminin. Ça, c'est la réalité. Le peloton masculin n'est pas la même grandeur que le peloton féminin. Donc là, nous aussi, il faut qu'on s'occupe du développement du peloton féminin, aussi qu'il y ait moins de différence de niveau entre les meilleures et les moins bonnes. Ça passe par quoi, justement Là, il faut vraiment qu'au niveau de nos fédérations nationales, Ouais. qui, elles, travaillent avec les clubs et ensuite avec les équipes professionnelles, de faire en sorte qu'on ait de plus en plus de femmes qui fassent du vélo. Et c'est vrai que quand on regarde les Pays-Bas, quand on regarde l'Italie, même quand on regarde la France, là, il y a vraiment des stratégies de développement du cyclisme féminin dès le plus jeune âge. Et il faut qu'on ait toutes ces bonnes pratiques qui ont réussi dans ces pays-là, qu'on arrive à les propager dans d'autres fédérations nationales et dans d'autres pays. Et comme ça, le peloton deviendra de plus en plus important et le niveau aussi s'élèvera. Le peloton féminin World Tour est beaucoup composé de structures entre guillemets masculines qui ont lancé une structure féminine. Est-ce qu'il faut rendre cela obligatoire aujourd'hui si une équipe veut avoir une licence World Tour? Quelle est son équipe femme aussi? Alors, et ça peut aussi aller dans la démocratisation de la pratique? Alors écoutez, nous, on n'en est pas encore là. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'une équipe, donc UCI World Tour masculine, en tout cas, est soit une équipe femme, soit une équipe de développement de jeunes. On veut vraiment accentuer sur le développement. Est-ce que c'est le développement du cyclisme féminin ou des jeunes? Pour l'instant, on ne veut pas vraiment mettre de règles par rapport à tout ça. Mais il est clair que si on peut avoir une équipe hommes et femmes en même temps qui profitent des mêmes structures, de la même expertise, du même professionnalisme aussi de l'encadrement et tout cela, pour nous, c'est vraiment super. Mais maintenant, on ne veut pas en faire une règle établie, mais peut-être que ça viendra un jour. C'est tout à fait possible. Vous l'imaginez comment, ce premier Tour de France femmes qui va se dérouler l'été en France? On imagine les routes un peu bondées quand même. Ça risque d'être une grande fête populaire. Ça va être une grande fête populaire et on va pouvoir aussi profiter des 3 semaines précédentes avec les hommes. Et c'est vrai que quand j'ai toujours, vous savez, quand le Tour de France sur les Champs-Élysées s'arrête, c'est toujours il y a le petit pincement au cœur. Pincement au cœur, qu'est-ce qui va se passer demain, Et puis là, donc ça va encore apporter une nouvelle dynamique. Et bien sûr que on restera l'été, donc il y aura du monde sur les routes. Il y aura, et je veux dire, le cyclisme féminin va profiter clairement de la vitrine du Tour de France masculin, qui sera monté crescendo pendant les semaines qui auront précédé. Et au niveau télé, je suis sûre que ça va cartonner au niveau des audiences. J'en suis persuadée. Ouais, avec des ambassadrices aujourd'hui aussi qui sont devenues populaires. On a des courses qui sont spectaculaires aussi. Exactement. Est-ce que l'exemple, par exemple, du Tour des Flandres où la course dames arrive après celle des hommes et on se rend compte sur les audiences en Belgique qu'elles explosent par rapport à quand elles sont enlevées de rideau et une tendance peut-être à suivre aussi pour le futur? Écoutez, ça dépend parce que par exemple, si on parle aux organisateurs, donc à ESSO pour Paris-Roubaix, donc c'est la veille, oui. Donc ça a tout aussi bien marché. Ça dépend vraiment. Là, pour l'instant, pareil, on ne veut pas imposer de règles en disant voilà, c'est le même jour ou c'est la veille. On veut voir comment ça prend aussi par marché. Ça dépend du marché national. Vous savez que les Belges aussi, c'est une population, on va dire, particulière en termes de ferveur du vélo, où c'est pas forcément le baromètre pour tout ce qui peut se passer en dehors de la Belgique. Donc là-dessus, encore une fois, on est en période de test. Okay. On est en phase de test. On voit comment ça prend pour certaines courses dans certains pays. Et ensuite, s'il faut qu'on ait des règles plus spécifiques et plus, on va dire, consistantes et plus coordonnées entre les différents organisateurs et différentes courses, on le fera. Mais pour l'instant, on n'est pas encore prêt. On n'a pas encore le recul pour le faire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps au milieu d'un agenda surchargé pour évoquer l'actualité du cyclisme. Je vous en prie, c'était un plaisir en tout cas.